le thème du colloque, donc je vais faire les deux maintenant. Pendant les années 1820 et 1830, la mode des keepsakes, importée d'Angleterre, se répand en France. Ces livres d'étrennes accueillaient des auteurs des deux sexes et formaient un sous-genre populaire et lucratif, conçu pour plaire à un lectorat féminin et bourgeois. Pour ces raisons, on a tendance à négliger ce sous-genre de la littérature industrielle et à le considérer un pur gagne-pain. Notre étude visera à éclaircir les modalités d'appropriation de ce sous-genre en analysant le cas du Salon de Lady Betty, Mœurs anglaises, par Marceline Desbordes-Valmore, publié par Gervais Charpentier en 1836. Cet ouvrage est quasiment introuvable et très peu connu, même des Valmoriens. Il contient des traductions de nouvelles anglaises parues dans des keepsakes publiés outre-Manche. La plupart des textes dans le salon sont de la plume de Desbordes-Valmore, mais certains ont été traduits par un collaborateur masculin nommé Antoine Fontanet, qui écrit sous le pseudonyme de Lord Feeling. Dans un premier temps, je définirai le keepsake et j'analyserai les formes d'hétérogénéité et leur rapport au sexe dans ce sous-genre littéraire. Dans un deuxième temps, je vais comparer brièvement deux nouvelles afin de montrer les variations de ton dans ce volume composite. Les deux auteurs emploient des stratégies différentes pour satiriser les femmes, alors que Fontenay se moque des femmes à leurs dépens. Desbordes-Valmore manipule subtilement l'esquisse de mœurs afin d'interroger les normes sociales sans déroger aux horizons d'attente des lectrices de keepsake. Introduit en Angleterre par Rudolf Ackermann, éditeur du Forget-Me-Not, ce type d'anthologie, souvent illustré avec des gravures sur acier et élégamment reliées en soie ou en maroquin avec dorure, réunissait des voix d'écrivains femmes ou hommes sans tenir compte du sexe des auteurs du moment qu'ils ou elles étaient assez célèbres pour faire vendre le volume. The Literary Souvenir, édité par Alaric Watts entre 1824 et 1835, a innové dans le genre du keepsake, notamment en offrant un contenu plus original et digne d'intérêt, des gravures plus fines d'après des artistes renommés, un format plus luxueux et par conséquent un produit soumis à une plus-value esthétique qui devient plus rentable. En France, l'alliance des arts anglais et de la littérature française enrichit la tradition des almanachs et des annales romantiques. On le voit bien dans ce prospectus par Jean-Baptiste Augustin Soulier, éditeur du Keepsake français ou Souvenirs de littérature contemporaine, publié en 1829. Donc, voici un extrait du prospectus. Au milieu de cette variété infinie d'almanachs littéraires et de souvenirs qui paraissent en France et en Angleterre à la fin de chaque année, aucun n'a jamais obtenu un succès aussi flatteur et aussi constant que le recueil publié sous le nom de Keepsake. 20 000 exemplaires, enlevés dans l'espace de quelques mois, attestent assez le mérite de cette production et dispensent de tout autre éloge. Cette année, les éditeurs, certains d'avance de la faveur du public que leur garantit le succès des années précédentes, ont pu, sans crainte, redoubler d'efforts et de soins. La beauté du papier et de l'impression, le choix des morceaux, tous composés par les auteurs les plus distingués de l'époque, les vignettes confiées aux artistes les plus célèbres, tout concourt à former du keepsake un chef-d'œuvre de typographie, un ouvrage littéraire du premier ordre et un recueil de ce que la gravure anglaise peut produire de plus remarquable et de plus parfait. Nous n'hésitons pas à le dire, aucune production n'avait pu offrir chacun jusqu'à ce jour une pareille réunion de talents, destinée au cadeau de la nouvelle année, etc. Attardons-nous maintenant à une forme matérielle de ce sous-genre, ce que Marie-Ève Terranti appelle la poétique du support, afin de mieux comprendre la nature composite du keepsake et son rapport à la représentation des femmes. Pour tous les keepsakes, le public visé était féminin, jeune et bourgeois, et par conséquent, les éditeurs tenaient à ce que le contenu soit intéressant, mais inoffensif. On connaît tous suffisamment bien le passage sur le keepsake dans Madame Bovary pour que je me dispense de le citer. Le keepsake correspond à un nouvel essor de la commercialisation du livre et au développement d'un marché axé sur le lectorat féminin. Donc, Desbordes-Valmore et Fontanet connaissent bien les keepsakes, tous deux y contribuaient, ainsi que plusieurs auteurs et autrices de l'époque romantique. Il s'agit d'un genre hétérogène, hétérogenre et hétérogender. Donc, un genre composite du point de vue des gravures et du texte, auteurs anglais et français, hommes et femmes,
et des genres divers. Bon, donc, je passe maintenant à la deuxième partie, le salon de Lady Betty. À l'origine, le salon de Lady Betty est l'idée d'un jeune éditeur, Gervais Charpentier. C'est un projet commercial qui cherche à rentabiliser sur la réputation de Desbordes-Valmore, Charpentier ayant publié L'atelier d'un peintre en 1833 et par la suite d'autres œuvres valmoriennes. Il cherche également à rentabiliser sur l'anglomanie qui est à la mode à cette époque. Charpentier a notamment publié les œuvres de Lord Byron. Il a publié Scènes de la vie castilienne et andalouse par Fontenay. Donc, ce sont deux auteurs dans son catalogue. Il publie les œuvres de Lord Byron. Donc, à cette époque, il cherche à rentabiliser sur l'anglomanie. Rappelons également que la date de publication du salon de Lady Betty, 1836, c'est non seulement le début de la littérature industrielle selon Sainte-Beuve, mais c'est selon Terranty et Vaillant, 1836, c'est l'an 1 de l'ère médiatique. Le caractère composite du salon de Lady Betty ressort de son rapport au sous-genre du keepsake. Sans que le salon ne soit un keepsake à proprement parler, les sélections qui s'y trouvent sont des adaptations de nouvelles parues dans des keepsakes anglais tels que The Literary Souvenir, The Gem et des magazines tels que The Ladies' Companion. Les textes sources, cependant, ne sont pas cités. Il a fallu que je les déniche. La préface déclare que, je cite, « Ce livre, dont un assez long séjour dans la Grande-Bretagne a fourni à l'écrivain et son sujet et ses personnages, est le tableau le plus piquant et le plus vrai qu'on puisse faire des mœurs de l'aristocratie britannique. » Alors, il est vrai que la préface cherche à mettre en valeur le lecteur et la lectrice. Il cherche à les mettre sur une fausse piste, car les nouvelles n'ont pas été recueillies dans le salon de Lady Betty, Lady Betty étant un personnage fictionnel, puisque je n'ai pu trouver aucune Lady Betty Melville dans les dictionnaires de peerage que j'ai consultés. Le recueil contient à la fois les nouvelles de Desbordes-Valmore et Fontenay, mais le salon de Lady Betty ne porte qu'une seule signature, celle de Desbordes-Valmore. Charpentier venait de publier l'œuvre de Fontenay, Scènes de la vie castilienne et andalouse, et Fontenay est en vogue. Il est un journaliste qui publie depuis peu la chronique littéraire à la revue des Deux Mondes. Dans un compte-rendu du salon de Lady Betty dans la revue du Lyonnais, Léon Boitel condamne la falsification des faits des auteurs. Nous aurions voulu que chaque pièce fût signée du nom de son auteur et que M. Charpentier, l'éditeur, non seulement dans la préface, mais encore sur le frontispice de son livre, initia à l'avance le public à cet hermaphrodisme littéraire. Car en vérité, Madame Valmore ne peut prendre sur elle la responsabilité du nez rouge ou celle de l'album de Lady Betty. Ces deux morceaux renferment des crudités de style et des détails contre la femme qui répugnent à la fois au goût et au caractère de Madame Valmore. Nous sommes surpris que Lord Feeling ne l'ait pas senti. La pointe ironique de Boitel, qui est sans doute le porte-parole de Desbordes-Valmore, signale bien les enjeux sexués de cette publication. Si Fontenay était insensible aux réactions de son lectorat féminin, Desbordes-Valmore, pour sa part, savait bien qu'elle dépendait de ses lectrices pour gagner son pain et qu'elle avait intérêt à veiller à maintenir son image de marque. Plusieurs comptes rendus du volume font référence à une nouvelle satirique de Fontenay, Le Nez Rouge, comme étant une des plus remarquables du recueil. Desbordes-Valmore fut justement contrariée parce que Fontenay se moquait des femmes, des satires qu'elle n'aurait jamais accepté de publier sous son nom si on lui en avait demandé la permission. Elle s'en est plainte dans une lettre du 12 mai 1836 où elle a expliqué, je cite, « Moi je passe ainsi pour être malicieuse et méchante puisque je me moque des pauvres femmes. Il fallait signer loyalement mes 5 mauvaises traductions anglaises et signer aussi celles plus originales, plus fortes et plus gaies de monsieur je ne sais plus son nom. » Ce livre, hermaphrodite, pour reprendre l'expression de Boitel, l'est à plus d'un égard. Il est composite car adapté par un homme, voire deux si on compte Charpentier, et une femme, mais aussi parce que, en tant que traduction, il rassemble plusieurs voix des deux sexes. Bien que le titre soit un subterfuge de l'éditeur, le salon semble bien choisi pour désigner cette pluralité des voix féminines et masculines. Il faut mettre, je pense, l'hermaphroditisme du salon de Lady Betty en rapport avec l'hétérogénéité dont j'ai parlé dans la première partie de ma présentation.
2 écrivains traducteurs de 2 sexes différents, 2 textes sources d'écrivains masculins, 2 tons divergents. Donc, voici les 2 nouvelles que je vais rapidement comparer. Le nez rouge par Fontenay et Sally Sadlins par Deborah Valmore. Ce sont des traductions, imitations de 2 nouvelles. The Red Nose, paru dans The Universal Magazine of Knowledge and Pleasure de 1810, et The Lottery Ticket, paru dans The Literary Souvenir de 1831. Le nez rouge par Fontenay est une traduction plus ou moins fidèle d'une nouvelle, The Red Nose, de Momus. Dans cette histoire satirique, il s'agit d'un jeune employé nommé Conway qui lutte contre l'amour qu'il éprouve pour Maria Hargrave, la jeune fille à marier, parfaite, à l'exception de son gros nez rouge. Au milieu de cet adorable visage de Marie se dressait un nez que les mauvaises fées avaient pris plaisir à élever. Dieu de miséricorde, et quant à sa couleur, puissance du ciel, une ravaudeuse irlandaise qui boit régulièrement par jour ses 6 pintes de whisky, n'a eu de sa vie un nez de cette couleur. Maria a honte. Elle se couvre le nez avec un mouchoir, mais quand il tombe, Conway est désenchanté. Je cite, « Maria fut soudainement sotte comme une odieuse. Le rideau s'était levé. Il avait découvert le nez de la misérable fille. » Beaucoup d'adjectifs hyperboliques et péjoratifs que je ne citerai pas suivent. Il est clair que le texte exploite l'exagération pour mettre en place la satire. Éventuellement, vous vous en doutez, Conway devient tellement épris de Maria qu'il oublie son nez. Il est clair que la satire s'étend au personnage de Conway, mais c'est la honte et l'humiliation de Maria qui ont retenu mon attention et qui sont mises en valeur dans le titre. À la fin, Conway a oublié que sa nouvelle épouse est défigurée, mais un jeune gamin fait une remarque impertinente sur le nez rouge à la sortie de l'église. Maria est mariée, mais son apparence sera toujours un handicap. La pointe satirique de la fin tourne non sur le revirement d'attitude de Conway, mais sur le manque de changement dans la situation de Maria. Elle a toujours un nez rouge. Que Fontenay se moque des femmes dans cette nouvelle est en accord avec son attitude envers les femmes poètes et les romancières dans sa chronique littéraire de la même époque. Au contraire, dans la nouvelle Sally Sadlins par Deborah Valmore, la satire tourne plus explicitement autour des rôles dans le couple et entre les classes sociales. On n'a pas l'habitude d'associer Deborah Valmore avec le mode satirique, mais ici elle se montre une observatrice perspicace et spirituelle. Sa nouvelle Sally Sadlins est une satire d'un couple. Sally est une servante, intègre mais bête et flegmatique. Et son patron, le gros et fat Dick Fogram, l'épouse parce qu'il croit qu'elle a gagné à la loterie. Mais elle avait déjà échangé le billet gagnant contre un châle, en réaction aux reproches de son maître, mais sans le lui dire. Fogram l'avait reproché de croire que gagner était possible. Il était convaincu que la loterie était un mal social, source de fausses espérances sur la mobilité sociale. Or, Sally, la servante, devient Madame Fogram, la maîtresse de maison, sans avoir besoin de jouer à la loterie. Néanmoins, la conclusion finit par la remarque suivante, je cite, « Le mariage n'apporta aucun changement sensible dans la Maison Blanche, où les deux habitent. La seule différence fut que Sally s'assit à table au lieu de rester debout à côté. » Donc, elle critique finalement le mariage à la fin de la nouvelle. Donc, à la fin, le narrateur ne se moque pas du personnage de Sally, mais critique le rôle des femmes dans le mariage et tourne en ridicule les mœurs conjugales de l'époque qui font de l'épouse la servante de l'époux. Par contraste, le narrateur de Fontenay ridiculise la femme sans vraiment interroger la valeur sociale accordée à la beauté du visage féminin. Chez Fontenay, il y a complicité avec le lecteur et non la lectrice, alors que chez Deborah Valmore, la narration vise à décomposer les contraires, servante et épouse, pour gagner la sympathie des lectrices pour le personnage féminin éponyme. C'est la fin. Merci pour votre attention.